Merci, salam alaikum. Alors, mon questionnement est de savoir, enfin, de chercher s'il y a un modèle de transition universel, transposable à toutes les situations. À partir de là, j'aborderai un certain nombre de transitions, non pas dans leur mécanisme, mais dans les circonstances qui ont mené à cela. Puis définir deux critères, selon quelques politologues, ils définissent deux critères de transition démocratique, et à l'aune de ces deux critères, se questionner si l'expérience algérienne menée à partir de l'ouverture de 1988 et rentre dans la transition démocratique ou non. Et bien sûr, mon questionnement va aussi intégrer les réformes politiques de ces derniers temps par rapport à cette question. Alors, est-ce qu'il y a un modèle de transition démocratique universel que l'on peut transposer d'un pays à un autre afin de passer d'un système dictatorial avec toutes ses violences vers la démocratie? Question lancinante et pertinente au moment où notre pays lance des réformes politiques et institutionnelles. La réussite de toute transition résulte d'une combinaison entre le respect et la mise en œuvre de grands principes sans lesquels il peut y avoir de démocratie, ainsi que l'adaptation des moyens choisis au contexte propre à la situation en présence. Il n'existerait donc pas de recette magique, mais davantage une nécessité de gérer de manière satisfaisante et habile un ensemble de problèmes théoriques et pratiques inhérents à la réalité qui est propre à chaque histoire et propre à chaque pays. Il y a eu à travers le monde, depuis les 30 dernières années, une accélération de l'histoire pour aller vers la démocratie. Plusieurs modèles ont été mis en pratique qui généralement nécessitent deux phases. Une phase d'ouverture, née d'un rapport de force interne ou externe, les deux à la fois, et d'une deuxième phase, celle de la consolidation, qui peut passer par le renforcement du processus par une série de lois ou par l'élection d'une assemblée constituante. J'aborderai ici en filigrane le débat. Est-ce que toute transition doit passer par une constituante, ou bien peut-être on peut passer par une série de lois? Et c'est aussi le problème entre l'octroi et la conquête des droits. Alors, l'Assemblée constituante peut se révéler extrêmement dangereuse à l'idée démocratique si l'on considère, rien qu'à pour notre pays, que celle qui a été élue en 1963 a été vraiment une catastrophe, puisqu'elle a mis en place le parti unique, et de quelle manière Alors, par ailleurs, dans notre sphère culturelle, cette expérience de constituante est à l'épreuve de l'islamisme, et que nous attendons les résultats en Égypte. Peut-être qu'ils vont aller à la constituante, en tout cas en Tunisie il y a une constituante, pour se prononcer sur la validité de ce paradigme qui considère que la constituante est la socle d'une légitimité incontestée et incontestable. Beaucoup de gens considèrent que si on ne passe pas par la constituante, on n'a pas un socle de légitimité incontestable. Dans le monde, il y a eu plusieurs expériences, de la péninsule ibérique au milieu des années 70 jusqu'à l'Afrique noire et le monde musulman traditionnel, en passant par la chute du communisme et la sortie de l'Amérique latine de sa tradition autoritaire. Donc les exemples sont multiples et variés. Il y a à travers ces exemples deux types d'amorces de transition. La première provient de la lucidité et du courage du dirigeant en place. Pas la première en chronologie. Le cas du monarque espagnol est à cet égard le plus éloquent. Préparé par Franco des années durant pour exercer le pouvoir et réaffirmer la monarchie contre la République défaite en 1936, Don Juan Carlos, contre toute attente et contre son propre camp, initie le processus d'ouverture qui fera entrer l'Espagne dans le giron de la démocratie. Un exemple se rapprochant de ce type, mais avec moins d'ampleur,
eu égard aux enjeux géostratégiques, s'est déroulé en Afrique et passé presque inaperçu. C'est celui du rallye. Après avoir exercé un pouvoir sans partage, le président Rawlings a décidé d'ouverture politique, de se soumettre au suffrage universel et de se faire battre à l'élection présidentielle. Ni ne conteste les résultats, ni ne fomente de troupes, il se retire paisiblement de la vie politique et prend sa part. Plus avant sur le plan chronologique, le Sénégal offre un scénario assez original d'une évolution graduelle et maîtrisée institutionnellement. Parti unique, bipartisme, multipartisme et alternance. Ces cas sont illustratifs d'une volonté interne au système grâce aux hommes qui sont au pouvoir. D'autres expériences résultent d'une combinaison de révolte et de compromis avec le pouvoir pour tracer de concert la voie transitionnelle vers la démocratie. Le cas de la Pologne est illustratif de cet aspect. Au début des années 80, dans le glacis stalinien, le pouvoir communiste négocie avec l'opposition Solidarność et accepte un syndicalisme, une hérésie dans le système en place qui préfigure la chute définitive de cette expérience totalitaire de gauche. Les pays de l'Est suivront un à un ce premier exemple avec une variante puisque les peuples vont faire chuter leurs dirigeants après que le signal du centre soit bien entendu, c'est-à-dire en pleine Russie. Les évolutions internes à Moscou, sous la houlette de Gorbatchev, ont libéré une énergie qui a rallié tout sur le passage. Ce dernier exemple est typique de révolution populaire et pacifique qui décidera de la mise en place d'un nouveau système en rupture complète avec l'ancien. Au sein même de tous ces types de transformations politiques et institutionnelles, il y a des variantes et des nuances. C'est en partant de ce foisonnement d'expériences et de leur variété qu'on peut mieux saisir les contours du concept de transition démocratique. La transition démocratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, comprend deux phases à distinguer nettement. La transition politique qui désigne le passage d'un régime à l'autre, et deuxièmement, la consolidation de la démocratie, durant laquelle le défi majeur consiste à assurer une évolution relativement stable du processus démocratique engagé dans la transition. La transition démocratique entraîne l'abandon des anciennes règles du jeu politique et suscite souvent l'apparition de nouveaux acteurs et de nouvelles configurations stratégiques. Cette transition est complète selon Linz lorsqu'un gouvernement arrive au pouvoir comme le résultat direct du suffrage libre et populaire. Quand ce gouvernement dispose d'un pouvoir souverain pour générer de nouvelles politiques publiques et quand les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires nés de la nouvelle démocratie n'ont pas partagé le pouvoir avec d'autres corps de droit. Quant au processus de consolidation, il implique dans le cadre des règles du jeu politique désormais bien définies non seulement une redistribution des cartes politiques, mais également de nouvelles tactiques de jeu. Alors l'expérience algérienne par rapport à cette définition. Appliquons ces deux principaux termes définitoires à la transition démocratique née de la révolte d'octobre 88 et de notre pays. Le premier critère, qui est le passage d'un régime à un autre, est complètement respecté, puisque la Constitution de 1989 consacre le passage du parti unique au multipartisme, globalement à la pluralité des expressions politiques, sociales, syndicales, etc. Cette évolution est issue des contradictions internes du régime qui se sont déguisées devant la répression qui a frappé de plein fouet des centaines de manifestants. Elle procède certes de l'octroi, mais elle remplit les conditions du premier critère. Quant au deuxième critère, l'abandon des anciennes règles et l'apparition de nouvelles figures politiques et de nouvelles configurations stratégiques. On ne peut qu'être d'accord puisque les élections se déroulent sans tricherie, du moins de la part du pouvoir. L'armée s'est retirée de l'ex-parti unique et de toute représentation politique. L'accès aux médias est ouvert et plus ou moins équitable. La victoire d'un parti d'opposition, en l'occurrence le FIS, aux élections locales de juin 1990, et toute une série de pratiques jusqu'à inconnues ont marqué de leur empreinte la scène publique algérienne. De nouvelles figures politiques ont fait leur entrée en scène, pour certaines fracassantes, pour d'autres définitivement handicapantes.
On peut dire qu'à l'aune de ces deux critères, l'ouverture politique de 89 peut être qualifiée de véritable transition démocratique, mais inaccomplie dans son terme, puisque l'arrêt du processus électoral de janvier 92, suite à la victoire écrasante et annoncée du fils au deuxième tour de législative, va inaugurer un nouveau processus de légitimation dans lequel s'inscrivent les réformes politiques et institutionnelles de l'œuvre. Ce processus de légitimation à plusieurs camps a débuté en 1994 avec la conférence de l'Entente nationale. Il a remis en scène le fonctionnement institutionnel puisqu'en dehors du fils dissous, l'ensemble des partis politiques ont participé à un moment ou à un autre totalement ou partiellement à toutes les institutions élues. Cependant, ce nouveau processus ne satisfait pas les deux critères de la transition démocratique, car il n'y a pas de changement de régime et ne remplit pas pleinement le deuxième critère qui, dans son ultime énoncé, stipule que le régime repose sur le fait que le gouvernement arrive au pouvoir comme le résultat direct de suffrage libre et populaire. Force est de constater que les résultats électoraux sont le fruit d'un tripatouillage massif et généralisé et que les différents pouvoirs sont imbriqués les uns aux autres et ne procèdent pas de l'autonomie des sphères de compétences. Dans certains cas, ils partagent le pouvoir avec d'autres corps institutionnels comme l'armée. Les nouvelles réformes présentées devant le Parlement consolident l'expérience de reniement des critères définissant la transition démocratique. Elles sont en dessous de ce qui a été concédé en 1989. Instillées de façon méthodique et à dessein, eu égard à ce qui se passe dans notre proche univers, ces réformes ne rentrent pas dans les critères définitoires de la transition démocratique. Pour le régime, celle-ci a déjà eu lieu. Il faut juste la renforcer. Pour le pouvoir, le premier critère, le changement de régime a déjà été réalisé. Il s'agit maintenant de consolider les termes du deuxième critère dans son premier énoncé, la consolidation de la démocratie, durant laquelle le défi majeur consiste à assurer une évolution relativement stable du processus démocratique engagé dans la transition, sauf que le suffrage universel n'est pas sincère. À l'aune de ce dernier aspect, je n'ai pas besoin de rentrer dans le contenu des réformes par ailleurs régressives pour qualifier le procédé vide de portée d'objectifs démocratiques. La transition démocratique est à réinventer dans notre pays sans se perdre dans les conciliabules légitimistes entre octroi et constituant, puisque les voies sont multiples pour atteindre le terme. Je conclus en reprenant une belle métaphore de Simon Bolivar: nous n'avons pas fini d'éteindre la nuit, et je vous remercie.